L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mardi 12 mai 2020. 432 cas confirmés à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. La tabatière des Galeries Montmagny ferme définitivement ses portes. Des policiers à cheval à Montmagny. Le comité Mes soins reste ici préoccupé par les mesures de déconfinement. Une visioconférence avec l'historien Gilles Laporte pour la Journée nationale des Patriotes. Le retour sur les bancs d'école divise le Québec en deux. Et au sport, Alexandre Gagnon de l'Everest de la Côte-du-Sud s'entend avec l'Université McGill. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Voici les principaux éléments pour le 11 mai en lien avec la situation de la COVID-19 dans la région. Le nombre de cas confirmés à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches est de 432. 7 personnes sont hospitalisées, dont 3 aux soins intensifs. Pour la région de la Chaudière-Appalaches, nous comptons 334 personnes rétablies pour un pourcentage de guérison de 77,3 % et 8 décès cumulatifs. Pour la MRC de Montmagny, il y a toujours 6 cas. Pour celle de Lillet, il y a encore moins de 5 cas. Et pour la MRC des Aides-Chemins, il y a 6 cas de comptabilisés. La pandémie de la COVID-19 est une autre victime dans le commerce au détail à Montmagny, puisque la tabatière située aux Galeries Montmagny, se spécialisant notamment dans les revues européennes et les loteries, a fermé officiellement ses portes. En effet, contacté par CMA TV Nouvelles, le copropriétaire de la tabatière, en l'occurrence Christian Laverdière, a confirmé que son commerce ne rouvrira pas, puisqu'il n'a pas été en mesure de s'entendre avec la direction des Galeries Montmagny concernant le prix du loyer. Selon ce dernier, bien qu'il pût recommencer à payer les mois de location de son local fermé, et ce, à la réouverture de son commerce en raison du tiers du prix du loyer de plus par mois jusqu'à la totalité des montants en retard, celui-ci a décidé le 27 avril, avec sa partenaire, René Blais, de mettre définitivement la clé dans la porte de sa tabatière. M. Laverdière a ainsi expliqué à CMA TV Nouvelles qu'il avait décidé de fermer temporairement avant que le gouvernement du Québec oblige la fermeture des centres commerciaux de la province, car sa clientèle était davantage des personnes âgées. Cependant, dans l'incertitude d'une possible ouverture des mois plus tard, le principal intéressé ne pouvait pas se permettre de perdre des dizaines de milliers de dollars alors qu'il n'engrange aucun profit, car le loyer, avec l'électricité et les autres coûts inhérents au bon fonctionnement de son commerce, se chiffre à près de 2 500 $ par mois. Qui plus est, il était de plus en plus difficile pour lui
de se procurer des revues spécialisées européennes et la consommation des produits reliés au tabac était en baisse. Seule la vente des loteries était en augmentation dans sa tabatière, soit plus de 10 % de plus par année, bien que les 2 premiers mois de 2020 eussent été les meilleurs pour les ventes au total, et ce, depuis le début de son aventure, il y a déjà 12 ans. Il s'agit donc d'un autre coup dur pour les Galeries Montmagny, car en novembre 19, on apprenait que le magasin spécialisé dans les sacs à main, les sacs à dos et les valises, Bentley, avait été vendu à un fonds d'investissement européen, tout en s'étant placé à l'abri de ses créanciers, et avait prévu, afin d'assurer sa restructuration, fermer 92 boutiques à travers le Canada, dont 25 au Québec, ce qui comprenait la succursale de Montmagny. Il ne faut pas également oublier que la boutique Hangar 29 du centre commercial n'est pas assurée de demeurer puisque les entreprises Vagabond, qui sont propriétaires de l'enseigne, se retrouvent depuis peu sous la protection de la loi sur la faillite et l'insolvabilité, ce qui laisse planer un sérieux doute sur l'avenir de la succursale magny-montoise. Selon le service des communications de la Sûreté du Québec, 2 policiers à cheval de l'équipe équestre de la SQ patrouillent présentement dans la capitale de Loi-Blanche afin d'assurer la sécurité publique tout en favorisant un rapprochement avec la communauté et pour accompagner les clientèles plus vulnérables. C'est depuis le début de l'année 2019 que la Sûreté du Québec s'est dotée officiellement d'une équipe équestre dans le but d'accroître son rayonnement, notamment sur le plan communautaire, tout en poursuivant son volet donné au suivant. Cette équipe, qui était en projet pilote depuis 2 ans, se déploie actuellement sur l'ensemble du territoire du Québec. Rappelons que l'approche communautaire fait partie intégrante de la mission de la Sûreté du Québec. Elle contribue notamment à créer des milieux de vie sécuritaires, à prévenir le crime et, surtout, à rapprocher l'organisation de tous les citoyens. Le recours au cheval canadien s'inscrit dans cette orientation, car il s'agit d'une façon différente d'entrer en contact avec des publics diversifiés et de perpétuer la volonté de la Sûreté du Québec de s'engager auprès des communautés qu'elle sert. Par ailleurs, la présence de chevaux miniatures lors de certains événements permet aussi à l'organisation d'atteindre et de favoriser un contact positif avec le grand public, ainsi que les groupes vulnérables, tels que les enfants malades, les personnes handicapées et les personnes âgées. Soulignons que l'équipe provinciale est composée de cavalières et cavaliers, ainsi que d'accompagnatrices et d'accompagnateurs issus du personnel policier et civil. Elle est constituée de 8 chevaux canadiens et de 6 chevaux miniatures pour l'ensemble du territoire desservi par l'organisation. L'équipe équestre participe également à certains types d'activités, soit des patrouilles à cheval, des activités socio-communautaires telles les festivals et autres, philanthropiques et protocolaires. Enfin, notons que les policiers cavaliers et les policières cavalières pourront participer à certaines opérations de recherche et de sauvetage en forêt. Ce sont les cavaliers, policiers et les policières qui effectuent les patrouilles à cheval sur le territoire des MRC, en ville, dans les sentiers et dans les parcs. Ils accomplissent ainsi la même mission que celle de tout autre patrouilleur, soit de maintenir la paix et l'ordre public, de préserver la vie, la sécurité et les droits fondamentaux des personnes, ainsi que de protéger les biens de celles-ci. L'équipe équestre participe également à d'autres activités socio-communautaires et protocolaires. Vous pouvez voir les chevaux canadiens, voilà, tout comme leurs cavaliers et leurs cavalières, défiler lors des sorties de la garde d'honneur, mais également lors de divers festivals. Par exemple, ils prennent part au défilé du Festival Western de Saint-Tite.
Les activités philanthropiques rassemblent les événements qui s'inscrivent dans la philosophie de donner au suivant. Dans chacune de ces missions, des bénévoles policiers et civils de la Sûreté du Québec donnent de leur temps afin de favoriser le rapprochement avec la communauté et d'aider les personnes plus vulnérables. Ces activités ont lieu lors d'événements socio-communautaires organisés par les villes et villages ou par un organisme à but non lucratif, ou encore lors d'événements à caractère familial, social et culturel, comme les foires agricoles, les fêtes de village et les festivals. Il y a maintenant 3 ans, une marche rassemblait plus de 5000 personnes motivées à maintenir les soins de proximité au Kamouraska. On en parle après la pause. Bonjour, ici Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. En cette période particulière, je vous invite à soutenir les entreprises et organismes de la région. Mon équipe et moi demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Tous ensemble, ça va bien aller. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ça là, faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les 2 bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Il y a maintenant 3 ans, le dimanche 7 mai 2017, une marche initiée par messieurs Luc Pelletier et Sylvain Lemieux rassemblait plus de 5000 personnes motivées à retrouver et à maintenir les soins de proximité au Kamouraska. Depuis, le comité Mes soins restent ici continue à assurer le suivi de cette mobilisation afin que ces soins essentiels reprennent définitivement racine au Kamouraska. En cette période de pandémie, la préoccupation principale du comité est de s'assurer de la sécurité des citoyens de notre région, advenant un pic de contagion dû à la COVID-19. Il est question de déconfinement. On ne peut s'y opposer. Cependant, on peut se questionner à savoir si nous sommes prêts à affronter la tempête. Dans nos CHSLD, nos résidences pour personnes âgées, est-ce que tout est prêt pour prévenir et contrôler la propagation du virus? Disposerons-nous de zones chaudes et de zones froides dans les CHSLD, au centre hospitalier, ainsi que dans les résidences pour personnes âgées? Est-ce que le Kamouraska aura la capacité d'effectuer des tests de dépistage en cas d'éclosion? Est-ce que le matériel de protection sera disponible partout? s'est questionné le comité. Selon ce même comité, la lecture du dossier publié ces derniers jours dans l'hebdomadaire Le Placoteux, édition du 6 mai 2020, laisse les gens un peu songeurs quant à ce niveau de préparation. Nous ne pouvons nous opposer à une réouverture de la région au Bas-Saint-Laurent, mais il faut s'assurer de la discipline des citoyens à respecter la distanciation sociale et l'étiquette respiratoire. Il faut éviter que des gens venant de l'extérieur de la région viennent contaminer notre communauté au-delà de nos capacités à en absorber les impacts. Nous ne voulons pas inquiéter indûment les gens de la région, mais les sensibiliser à l'importance de la prévention compte tenu du fait qu'il n'existe aucun traitement, aucun vaccin et que le Bas-Saint-Laurent constitue la région la plus âgée du Québec, a conclu le comité Mes soins restent ici. Pour leur 8e célébration de la Journée nationale des Patriotes, le Comité des Patriotes de la Côte-du-Sud et la Société nationale de l'Est du Québec ont choisi de tenir tête au terrible coronavirus en organisant, contre vents et marées, une visioconférence à saveur historique et patriotique. En effet, le dimanche 17 mai 2020, de 16h30 à 18h, l'historien Gilles Laporte présentera une visioconférence sous le titre «
Imaginez la victoire des Patriotes en 1837. Et si les Patriotes l'avaient emportée en 1837? Et si la bataille de Saint-Denis n'avait été que la première d'une suite de victoires pour Papineau et le Parti patriote? On peut alors imaginer une toute autre histoire pour le Québec. Affranchi de la Grande-Bretagne, le Québec aurait-il pu échapper à l'annexion aux États-Unis? Comment auraient réagi les plus modérés? L'Est du Québec, davantage tourné vers la mer, aurait-il fini par rompre avec Montréal, davantage pro-américaine? Papineau aurait-il pu honorer ses promesses envers ceux qui l'avaient soutenu? L'indépendance du Bas-Canada aurait-elle pu réussir? Rien de plus naturel que d'observer ce qui aurait pu se produire si l'histoire avait pris une autre tournure lors de ce point décisif de notre histoire. Pour assister à cette première, les patriotes de l'ensemble du Québec ou de l'étranger pourront se brancher avec leur ordinateur, leur portable ou téléphone cellulaire en activant le lien Zoom qui sera donné le jour même sur la page Facebook de la Société nationale de l'Est du Québec qui finance l'activité. Vos hôtes seront Jean-François Vallée, président du Comité des Patriotes de la Côte-du-Sud, et Marco Voyer-Bélanger, premier vice-président de la Société nationale de l'Est du Québec pour la MRC de Rivière-du-Loup. Rappelons que Gilles Laporte est historien spécialiste des rébellions patriotes de 1837-1838, auteur de nombreux ouvrages dont Patriotes et loyaux 2004, Brève histoire des Patriotes 2015 ou Fondement historique du Québec, prix du ministre 2015. En 2019, il a publié Infographie Québec, Infographie Québec, l'histoire du Québec en un coup d'œil, Septentrion 2018. Il fut notamment l'un des artisans de la Journée nationale des Patriotes proclamée en 2002, Patriote de l'année en 2011 et président du Mouvement national des Québécois de 2013 à 2016. Il administre également depuis 20 ans un site consacré aux rébellions patriotes, le plus vaste site privé consacré à l'histoire au Québec sur le www.1837.qc.ca. Il enseigne présentement l'histoire du Québec au Cégep du Vieux-Montréal. Tout ça se déroulera dans le cadre de la Fête des Patriotes qui se déroulera cette fin de semaine. Les Québécois ont le pied sur le frein au sujet de la réouverture des écoles, mais la province reste divisée entre l'opinion des Montréalais et celle des gens du reste du Québec, qui n'est pas la même. Les citoyens de Montréal disent majoritairement non à la réouverture des écoles, alors que ceux du reste du Québec appuient un peu plus le retour en classe, révèle un sondage léger réalisé pour le Journal de Québec. Pour l'ensemble du Québec, la population reste divisée et le refus l'emporte faiblement. Le gouvernement doit donc gérer la province selon deux situations géographiques très différentes et une densité de population qui n'est pas la même partout. Dans l'ensemble, les Québécois ne sont pas pressés face au déconfinement. Pour les autorités sanitaires et gouvernementales, le casse-tête reste complexe. Avec la pandémie, il y a deux Québec dans un. Globalement, le Québec est coupé en deux. Le portrait est assez clair. Pour les perceptions au sujet de l'école, c'est la même chose. Les gens sont ouverts au déconfinement des régions sous certaines conditions, explique Jean-Marc Léger, économiste et président et fondateur de Léger. Est-ce que le gouvernement Legault prend la bonne décision ou non de rouvrir les écoles au Québec, à l'extérieur de Montréal, à compter du 11 mai? Quelque 47 % des répondants de l'ensemble de la province disent non, contre 44 % oui. Parmi les répondants de la région de Québec, l'appui à l'ouverture des écoles grimpe toutefois à 54 %. Deux messages. Le Québec a l'air partagé. Il y a une majorité d'un côté et une minorité de l'autre. Pour le gouvernement, il y a un message pour ceux à l'extérieur de Montréal et un autre pour ceux qui sont à Montréal. La pandémie est sous contrôle à l'extérieur, mais pas à Montréal, ajoute M. Léger.
Pour les écoles du Grand Montréal, la réponse est beaucoup plus évidente. Environ 55 des répondants de l'ensemble du Québec croient qu'il ne s'agit pas d'une bonne idée d'ouvrir les établissements scolaires à compter du 25 mai. La proportion grimpe à 58 uniquement parmi les gens de Montréal. En ce moment, même les Montréalais disent non, que ce n'est pas le temps d'ouvrir les écoles à Montréal, précise également le sondeur. Réalité différente, en date d'hier, les régions de Montréal et Laval comptaient environ 62 des cas de COVID-19 de la province et près de 77 des décès liés au virus. À l'autre bout de l'autoroute 20, les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches comptaient hier 4 des cas positifs de coronavirus et 3 des décès. Avec moins de 2 mois de calendrier scolaire, les Montréalais devront peut-être faire leur deuil de l'ouverture des écoles. Dans la dynamique des prochains jours, je ne suis pas sûr que le gouvernement va avoir des arguments pour ouvrir Montréal, conclut Jean-Marc Léger. Réouverture des écoles à l'extérieur de Montréal, d'après vous, est-ce que le gouvernement Legault prend la bonne décision ou non de rouvrir les écoles au Québec à l'extérieur de Montréal à compter du 11 mai? Oui, 44 non, 47 ne sait pas ou refus, 9 Réouverture des écoles à Montréal, d'après vous, est-ce que le gouvernement Legault prend la bonne décision ou non de rouvrir les écoles du Grand Montréal à compter du 25 mai? Oui à 32 non à 55 ne sait pas ou refus à 13 Ce sondage a été réalisé sur le web du 8 au 10 mai 2020 auprès de 1006 Québécois âgés de 18 ans ou plus. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 1006 répondants aurait une marge d'erreur de plus ou moins 3,09 et ce, 19 fois sur 20. Dans quelques instants, les sports. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller, simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Au sport, rares sont les nouvelles du sport, on va l'apprendre. Le capitaine sortant de l'Everest de la Côte-du-Sud, Alexandre Gagnon, fera partie de l'équipe de hockey de l'Université McGill de la Ligue hockey universitaire U-Sports pour la prochaine saison. En effet, le numéro 14 de l'Everest, qui jouait sa dernière saison au sein de la Ligue de hockey junior 3A du Québec en tant que joueur de 20 ans, s'est entendu avec l'Université McGill pour la prochaine saison. En plus de poursuivre sa carrière de hockey au niveau universitaire, Alexandre Gagnon continuera ses études dans le programme Physical and Health Education. Lors de son arrivée dans les rangs de l'Everest en août 2019, Alexandre avait informé l'équipe d'entraîneurs de l'Everest que son objectif était de poursuivre du côté universitaire pour la saison 2020-2021. Ces derniers ont ainsi communiqué avec l'équipe de McGill pour témoigner de l'intérêt de leur capitaine. Les recruteurs de l'Université McGill sont donc venus, à quelques reprises pendant la saison, voir Alexandre jouer. Plusieurs suivis ont également été faits au cours de la saison entre l'Université McGill et Alexandre. C'est donc dans la semaine du 4 mai que tout s'est confirmé. Je suis content d'avoir la chance de faire partie d'un aussi bon programme. J'ai comme objectif de continuer de progresser en tant que joueur de hockey et en tant que personne. Je garderai la même approche, mon éthique de travail sera irréprochable et c'est ce qui me permettra de connaître du succès, mentionne le jeune homme. Pour l'organisation de l'Everest de la Côte-du-Sud, il s'agit d'une excellente nouvelle. Ayant comme objectif d'élever ses joueurs à un niveau supérieur,
Il s'agit d'une mission accomplie pour l'équipe d'entraîneurs. Rappelons qu'Alexandre Gagnon était en nomination pour le trophée Jean-Guy Daigneault pour le joueur démontrant le plus de leadership dans le cadre du Gala Méritas de la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Une mention qui reflète très bien l'apport d'Alexandre à l'Everest de la Côte-du-Sud au cours de la dernière année. Alexandre Gagnon est le deuxième joueur de l'édition 2019-2020 à accéder à une équipe universitaire. Plus tôt en avril, le défenseur Gabriel Blouin avait obtenu son laissez-passer pour l'Université de Trine en Indiana, où il évoluera au sein de la 3e division de la National Collegiate Athletic Association. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241 1313 poste 229. Ou encore, vous pouvez nous écrire, 226, pardon. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 13 025 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà ce qui complète notre bulletin. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et on pourrait même dire l'état des routes. À tout de suite. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Afin d'assurer la sécurité de nos clients et employés, la Clinique dentaire Montmagny a pris la décision d'une fermeture indéterminée. Cependant, la Clinique dentaire Montmagny est disponible pour toute urgence au 418-234-7583. L'équipe de la Clinique dentaire Montmagny vous remercie de votre compréhension. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Est-ce possible que je vous annonce un 12 mai qu'il y a une bulletin météorologique spécial en vigueur pour Kamouraska, Pointe-des-Gamouk, Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles, de la neige qui tombera sur les Appalaches aujourd'hui. Les accumulations totales de neige atteindront ou dépasseront légèrement 10 cm sur les secteurs montagneux de Montmagny et du Bas-Saint-Laurent. L'accumulation rapide de neige pourrait encore rendre les conditions routières difficiles et compliquer les déplacements. On regarde l'image radar de ce 12 mai et vous apercevrez cette masse nuageuse. On y va avec notre image radar, monsieur le réalisateur. OK. Elle est bonne. Eh oui, alors ça, c'est probablement un peu plus au sud. Elle est bonne, Jean. Alors, l'image radar, voilà donc cette masse nuageuse. Et vous voyez, ce qui est en bleu, c'est de la neige. Et ce qui est en vert, c'est de la pluie. Donc, ça pourrait se changer en pluie au cours de la journée. Donc, ce sera de la neige qui sera en mi-journée. Nuageux par la suite, une accumulation. Vous savez qu'on est le 12 mai, hein, de 5 cm en terrains élevés. Vent du nord-est de 20 km/h avec des rafales à 40 devenant légers au cours de la matinée. Maximum de 3 degrés pour Montmagny-Lillet, 2 pour la Pocatière, 3 pour Saint-Paul, 2 pour Saint-Pamphile et 7. Toute une différence, c'est quand même pas l'autre bout du monde pour Lévis. Ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux, dégagement après minuit, vent devenant du nord-ouest à 20 km/h au cours de la soirée. Demain, mercredi, c'est le retour du beau temps avec des vents du nord-ouest de 20 km/h qui deviendront légers en matinée avec un maximum de 9 pour Montmagny,
8 pour Lillet et 6 pour Kamouraska. Pour la nuit de mercredi à jeudi, ciel dégagé, minimum de plus 4. Pour jeudi, c'est toujours du soleil, avec 12 degrés pour Montmagny-Lillet et 13 pour Kamouraska. Pour la nuit de jeudi à vendredi, c'est du temps dégagé, minimum de 2 degrés. Et pour vendredi, du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse et un maximum de 8 degrés pour Montmagny-Lillet et 9 pour Kamouraska. La fin de semaine s'annonce nuageuse avec des averses pour samedi avec un maximum de 10 et pour dimanche, du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse et un maximum de 15 degrés. Ce sont des prévisions à long terme. Ça peut changer. Et la semaine pourrait débuter sous le soleil avec quelques nuages et 60 de probabilité d'averse et un maximum, enfin, au-dessus des normales de saison avec 17 degrés. Les normales de saison, justement, sont à 16 le jour et 3 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h10 ce matin, se couchera à 20h07, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2016 avec 22,9 degrés et la plus froide en 2018 avec moins 2 degrés. Hier, aucune précipitation. On a enregistré un maximum de 11 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 2,7 degrés. La pression barométrique est actuellement 101,1 kPa à la hausse. L'humidité est à 93 %. Les vents soufflent actuellement de direction nord-nord-est à 21 km/h en rafale à 30 km/h. Il fait 1 degré sous la neige et avec le vent, on peut ressentir une température de moins 8 degrés. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mardi 12 du mois de mai 2020. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires. Mais d'abord, hier, un petit oubli. Bon anniversaire, Olivette Saint-Pierre. Tous nos vœux vous accompagnent et on vous serve bien fort. Donc, Olivette Saint-Pierre qui a souligné son anniversaire hier. Aujourd'hui, le 12, c'est l'anniversaire à Annie Proulx. C'est de la part de Jeannette Nicole. Bon anniversaire, Annie Proulx. Bon anniversaire à Denis Saint-Pierre. C'est votre sœur qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bon anniversaire, Denis Saint-Pierre, en ce 12 mai. Bon anniversaire à Thérèse Gendron-Morin de la chorale Saint-Thomas. Justement, on était dans ce lieu hier à l'église Saint-Thomas. On va vous présenter une entrevue dans quelques instants avec la présidente de la fabrique. Donc, Thérèse Gendron-Morin, la chorale Saint-Thomas vous souhaite bon anniversaire en ce 12 mai. Excusez-moi. Et on voudrait souhaiter bonne fête à Rénal Roy, qui habite au pavillon L'Abri-Morneau. C'est de la part de ses frères Donald, mieux connu sous le surnom de Canard, et de Gérald. Alors, son anniversaire, Rénal Roy, c'est aujourd'hui le 12 mai, donc il nous regarde. Bon anniversaire, M. Rénal Roy, aujourd'hui. On me mentionne que c'est lui qui a marché le 5 km en marchette à l'automne passé. Donc, c'est une note qu'on nous laisse. Donc, bon anniversaire, M. Rénal Roy, et on en profite pour saluer tous les gens qui sont au pavillon L'Abri-Morneau de Montmagny. Maintenant, les anniversaires, il y en a beaucoup. La Journée internationale de l'infirmière célébrée à travers le monde le 12 mai rappelle l'anniversaire de naissance de Florence Nightingale, le 12 mai 1820. Chez nous, l'Ordre des infirmières et des infirmiers auxiliaires du Québec, qui regroupe plus de 28 000 membres, a célébré la Journée des infirmières et infirmiers auxiliaires sous le thème « Avec vous jusqu'au bout » le 5 mai dernier. Bien, je pense que c'est une pensée spéciale qu'on doit avoir aujourd'hui
envers nos infirmiers et infirmières auxiliaires pour justement tout ce qu'ils font, tout le travail qu'ils effectuent aujourd'hui dans le cadre de cette pandémie qui nous tombe dessus depuis quelques mois. Le 12 mai 1970, à Amsterdam, le CIO annonce que Montréal sera l'hôte des Jeux de la 21e Olympiade, devant être tenue du 17 juillet au 1er août 1976. Les Jeux olympiques allaient être tenus pour la toute première fois dans une ville canadienne. Le maire de Montréal, Jean Drapeau, s'adresse à la presse à la suite de l'obtention des Jeux olympiques. Donc, il était extrêmement fier. Donc, les anniversaires maintenant, Mike Weir, golfeur canadien gaucher de la PGA, qui a remporté le tournoi des maîtres en 2003, il a 50 ans. Émilie Van Camp, actrice canadienne, Vengeance, elle a 34 ans. Wilfred Le Boutillier, chanteur de Star Academy, il a 42 ans. Jim Furyk, golfeur américain, 50 ans. Paul Arcand, animateur de radio, il a 60 ans. Louise Portal, comédienne, actrice et chanteuse, 70 ans. Micheline Longteau, actrice et réalisatrice, 73 ans. Michel Fugain, compositeur et interprète, 78 ans. Et Philippe Alou, gérant des Expos de Montréal de 92 à 2001, 85 ans. Et les décès, on se souvient de Ralph Peduto, 62 ans, acteur et dramaturge américain. En 2013, Kenneth Battle, 86 ans, coiffeur de Jackie Kennedy et de Marilyn Monroe. En 2012, Eddie Pape, 91 ans, auteur et dessinateur de bande dessinée belge. En 2011, Adrien Gagnon, 87 ans, homme d'affaires et ancien culturiste. En 2010, Charlie Francis, 61 ans, ancien entraîneur controversé du sprinter canadien Ben Johnson. En 2006, Guy Frenette, 62 ans, prêtre, animateur d'émissions religieuses à la radio et à la télévision. En 2005 est décédé Eddie Barclay, 84 ans, producteur français. Et enfin, en 2001, cet excellent chanteur et crooner américain, Perry Como, décédé à l'âge de 88 ans. Voilà, ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, on vous présente la chronique juridique avec Maître Gabriel Sanson, Mourir sans testament. Il y aura la chronique des offres d'emploi. Martine Boulay, présidente du Conseil de la Fabrique, nous parle de la situation de la Fabrique en ces temps de pandémie. Il y aura la chronique La Pouponnière. On me demande d'aller vite, mais c'est ça que ça donne. Alors, c'est la chronique La Pouponnière. Et après quoi, les grands titres de l'actualité avec José Soucy. Je vous souhaite une bonne émission. Bonjour, ici Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. En cette période particulière, je vous invite à soutenir les entreprises et organismes de la région. Mon équipe et moi demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Tous ensemble, ça va bien aller. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Gabriel Sanson. Bonjour. Bonjour. On l'avait mentionné lors de la dernière chronique, Maître Gabriel Sanson alternerait pour les chroniques. Donc, une semaine, ça va être avec Maître Gabriel Sanson, l'autre semaine avec Maître Nathalie Dubé. Parce qu'on va parler des droits de la personne avec vous. Oui. Et on va parler plus du droit corporatif avec Maître Dubé. Exact. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Là, vous êtes toute seule. Là. Oui. Alors, une première. Oui. Alors, aujourd'hui, on parle, parce qu'on est dans les droits de la personne, mourir sans testament. On l'a dit précédemment, on ne le dira jamais assez, l'importance d'un testament. Oui. Et moi, j'aimerais ça qu'on rappelle aux gens, qu'est-ce que ça fait quand on n'a pas de testament? C'est quoi les causes? C'est quoi le... Oui, parce que dans le fond, c'est un petit peu le but aujourd'hui. Là, comme vous dites, on en parle souvent, on le répète beaucoup, mais on le répète pas assez encore, l'importance de tout ça. Il y a encore une grande proportion de la population qui n'a pas de testament. En fait, il y a près de 50% des adultes québécois qui n'ont pas de testament présentement. Ah, oui.
Dans le fond, on va essayer de briser certains mythes. Là. Il y a quand même certaines croyances que les gens ont qui font qu'il y en a plusieurs, en fait, qui ne se posent même pas la question à savoir s'ils ont besoin d'un testament. Au final, du 50 % restant, la majorité devrait aussi avoir un testament si ce n'est pas tout le monde. Donc, c'est ça, en fait, qu'on va discuter de l'importance. C'est sûr que des fois, on entend aussi quand les gens sont mariés qui viennent dire « Bien, moi, je suis mariée, je suis correct, j'ai pas besoin de testament. » Au dernier suivant les biens, on l'a tellement Oui, entendu. exact. Là, ça, ce que j'allais... On en a de moins en moins aussi, mais effectivement, les gens ont beaucoup ça en tête parce qu'effectivement, avec les contrats de mariage, on est capable de venir pallier à une certaine portion de ce qu'on met dans un testament. Donc, justement, avec la mention au dernier survivant des biens qui nous permet de léguer les biens au conjoint. Encore là, ça ne permet pas de prévoir tout ce qu'on a dans un testament, mais c'est au moins déjà un bon départ, là, les gens qui ont ça. Par contre, c'est sûr que quand on est marié, si on n'a pas fait de contrat de mariage, encore là, on a certains problèmes qu'on doit penser. Si on S'il n'y a pas de contrat de mariage, il n'y a pas de testament, au dernier suivant les biens, ça s'applique pas sûr que ça va suivre. C'est ça. Les gens pensent justement parce qu'on est marié, tout va aller à mon conjoint. Si je suis mariée, que j'ai des enfants et que mon conjoint décède, oui, je vais avoir une portion de la succession automatiquement, mais je vais avoir seulement 1/3 de la succession de mon conjoint. Comme conjointe, là. Exact, marié. Donc, ou unis civilement, dans le fond. C'est mes enfants qui vont avoir le 2/3 de la succession, donc ce qui peut causer certains problèmes. Et on va penser que si on n'a pas d'enfant, qu'on est marié, que c'est le conjoint qui va tout recevoir, mais encore là, c'est pas une bonne pensée, dans le fond, c'est faux. Si jamais on n'a pas d'enfant, mais le conjoint, oui, va recevoir 2/3 de la succession, mais c'est les parents du conjoint décédé qui vont recevoir l'autre tiers de la succession. Okay. Donc, le conjoint va partager la succession avec ses beaux-parents. OK. Et eux auraient 1/3. 1/3 de la succession. OK, 2/3 au conjoint. Exact. Alors, on imagine, là, c'est le père et la mère, mais si le père et la mère sont décédés, là, on s'en va dans les beaux-frères et belles-sœurs. Exactement. Vous avez tout compris, le principe. Les neveux et nièces, par contre, quand on est marié... Entrer dans la danse. Là. Les neveux et nièces n'entreront pas. Si on est marié, ça va s'arrêter à un moment donné. Mais pour que le conjoint hérite en totalité, c'est qu'on n'a pas d'enfants, nos parents sont plus là et on n'a pas ou on n'a plus de frères et sœurs. Là, à ce moment-là, notre conjoint va hériter de 100 % de notre succession. Mais on est rendu loin. Exact. Donc... ça fait partie des choses, justement, des mythes là, on pense que par le mariage, on est protégé automatiquement, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas nécessairement le cas. OK. Maintenant, on dit souvent que ça fait plusieurs années qu'on est conjoint de fait. Notre conjoint hérite de nos biens. Conjoint de fait. Oui. Pas marié. Non, effectivement. Et ça, il y en a de plus en plus, là. Oui, il y a de moins en moins la mode, effectivement. Il y a de moins en moins de mariages. Et les gens, souvent, probablement que ça part un petit peu des notions fiscales aussi, parce qu'au niveau fiscal, quand ça fait 1 an qu'on réside ensemble ou si on a un enfant, on est conjoint de fait. Il y a une reconnaissance du conjoint au niveau fiscal. Mais au niveau légal, le conjoint de fait n'est jamais reconnu. Donc, il y a effectivement cette croyance-là que les gens disent « Mais moi, ça fait plusieurs années qu'on est conjoints ensemble, on a des enfants, donc je suis protégée, je vais hériter de mon conjoint en cas de décès. » Il faut savoir, dans le fond, que le conjoint de fait, dans aucun cas, il pourra hériter si jamais le conjoint décède sans testament. Donc, tantôt, on parlait des conjoints mariés, il y a certaines alternatives. Est-ce que les parents sont encore là? Est-ce qu'il y a des frères et des sœurs? Là, quand vous parliez des neveux et nièces, avec le conjoint de fait, les neveux et nièces, les petits-neveux et petites-nièces vont pouvoir hériter, eux, mais pas le conjoint de fait. Donc, c'est à prendre en considération. Si jamais on a des enfants avec quelqu'un, on est conjoint de fait, mais c'est les enfants qui vont hériter. Donc, c'est souvent une problématique que les gens vont se retrouver avec des enfants. Un des deux parents décède, il n'y a pas de testament, les enfants sont mineurs. Donc, le parent qui est survivant, finalement, il se retrouve qu'il n'hérite pas de son conjoint. Donc, bien souvent, il y a une maison qui va être impliquée. Le conjoint survivant va habiter dans la maison qui appartient désormais à ses enfants, ce qui fait qu'on a plusieurs procédures à faire. Le conjoint va devoir racheter la maison à ses enfants. La cour va être impliquée. Ça implique beaucoup de problématiques.
On parle souvent, les gens s'attendent à beaucoup de frais pour le testament. Ça vaut la peine de s'informer et selon la situation aussi, tout ce que ça peut engendrer en termes de frais, de délais, de problématiques si on n'a pas fait le testament, c'est bien pire que le coût du testament en tant que tel. Mais là, on est 2 conjoints de fait. Oui. Est-ce que chacun doit faire un testament? Oui. Ça ne peut pas être un testament conjoint, c'est vraiment un testament... Un testament par personne. Le seul endroit où, encore là, on peut faire des dispositions testamentaires conjointement, c'est dans le contrat de mariage. Sinon, en fait, c'est que si on est conjoint de fait, on décide on va rencontrer le notaire pour faire notre testament ensemble. On fait chacun notre testament. Mais le testament, c'est vraiment les volontés propres à chacun. Donc, si le testament était fait conjointement, puis que moi, finalement, je décide qu'il y a certains legs, certaines choses que je veux faire, mais que je ne veux pas que mon conjoint soit nécessairement au courant, si le testament était fait conjointement, on aurait un problème. Donc, souvent, les conjoints vont venir ensemble pour faire leur testament, mais c'est vraiment les volontés de chacun. Ça ne veut pas dire au final que parce qu'on est conjoint, qu'on a exactement les mêmes dispositions dans notre testament, la même nomination de personnes, les mêmes legs qu'on va faire. Donc, c'est vraiment propre à chacun. OK. Admettons. Oui. On a 2 conjoints de fait, on a fait 2 testaments. Oui. Des conjoints de fait décident de se marier. Oui. Est-ce qu'il faut refaire le testament? Tout dépendant de la situation. Les 2 testaments qui ont été faits sont encore valides? Dans le fond, la façon que ça fonctionne au décès, c'est toujours le dernier testament qui a été fait qui va s'appliquer. On n'a pas besoin de le refaire on n'est pas, sauf si notre mariage. situation a changé. Mais si on fait notre testament, l'année suivante, on se marie, puis que ce qu'on avait dans notre testament, c'est encore la même chose, notre état civil va changer. On va avoir un régime matrimonial maintenant qui va être applicable. Donc, il y a des règles du régime matrimonial qui vont s'appliquer au décès. Mais en tant que tel, dans le testament, si les dispositions qu'on avait nous conviennent encore, on n'a pas besoin de refaire un testament. Est-ce qu'il faut faire un contrat de mariage? Tout dépendant encore de la situation, parce que le contrat de mariage permet de choisir notre régime matrimonial. Souvent, ça va être bien de faire un contrat de mariage parce qu'on vient décider d'être sous le régime de la séparation de biens. Ce qui arrive, c'est que si on ne fait pas de contrat de mariage, c'est un régime automatique qu'on appelle la société d'acquêt. Donc, les gens vont être mariés sous le régime de la société d'acquêt. Mais ça, c'est vraiment au niveau du régime matrimonial qu'il va y avoir des différences qui vont pouvoir avoir un impact au moment du décès. OK. Que se passe-t-il pour les enfants et conjoints lorsqu'un testament n'a pas été fait? J'en ai parlé. C'est toute une question. C'est ça. J'en ai parlé brièvement tantôt, mais justement, si on a un conjoint, l'exemple classique, là, on a notre conjoint de fait, on a des enfants, on n'a pas fait de testament. Moi, par exemple, je réside avec mon conjoint de fait, mais je ne suis pas propriétaire de la maison. Au décès de mon conjoint, les enfants héritent de la totalité de la succession. Donc, maintenant, je suis locataire de la maison de mes enfants. Ce qui, premièrement, amène beaucoup de surprises. Souvent, dans notre patrimoine, on compte ce que notre conjoint a aussi. Il y a de fortes chances que notre conjoint voudrait que la maison nous revienne à nous plutôt qu'aux enfants qui peuvent avoir 1 an et 3 ans. Donc, ce n'est pas nécessairement l'idéal. On va devoir faire des procédures, on va devoir racheter la maison à nos enfants. Et encore là, on ne pourra pas dire, bien, c'est mes enfants, c'est moi qui les élève. De toute façon, je vais acheter la maison à un prix d'amis. Il faut vraiment démontrer la valeur de la maison, payer le montant de la valeur de la maison. Donc, moi, comme conjoint survivant, c'est pas dit que je vais être capable d'absorber tous ces coûts-là. On peut avoir à vendre la maison. Les enfants vont devoir être sous un régime avec un conseil de tutelle, donc des gens qui vont être nommés pour surveiller la gestion que je vais faire de leurs biens. Donc, ça implique beaucoup de gens aussi dans la procédure et ça peut emmener à des années de règlement de succession aussi au final parce que c'est une succession qui devient très complexe. Il faut penser que de faire un testament, les gens le voient pas comme c'est pas un bien tangible, le testament. On parle de... C'est un papier. Hein, oui, puis on parle de l'hypothèse de quand on va décéder, je voudrais qu'il arrive telle chose, mais c'est pas quelque chose qui se passe présentement. Donc, c'est ce que souvent les gens voient pas, mais il faut penser que de faire un testament, c'est de faire un cadeau à nos proches.
c'est de prévoir pour quand on sera plus là, comment les choses vont se passer, comment nos biens vont être légués, qui va s'occuper de notre succession, qui va s'occuper de nos enfants. C'est toutes des choses, puis sans s'en rendre compte, c'est un immense cadeau qu'on fait à nos proches. Il y a M. Pierre-Yves McSween qui a dit dernièrement, là, c'est un monsieur qui commence à être bien connu aussi, les gens, dans le fond, disent qu'ils n'ont pas de sous pour faire un testament. Par contre, quand on regarde, les gens de plus en plus ont des voitures de l'année, ils ont des biens qui ont des grosses valeurs, les gens voyagent à tous les ans, font des voyages familiaux. Il faut prendre en considération que c'est simplement de prévoir dans notre budget que dans l'année qui vient, on veut faire notre testament aussi. Il faut le voir comme le voyage qu'on offre à nos enfants, c'est un cadeau qu'on leur offre présentement. Le testament, c'est un cadeau qu'on leur offre pour plus tard. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir, même si ce n'est pas un bien qu'on a tout de suite entre nos mains. Ça a une très grande valeur au final. Et quand on pense justement à ce que ça peut apporter d'avoir un testament et aux conséquences de ne pas en avoir un, qu'est-ce qui fait 50 de la population québécoise qui n'a pas de testament? Qu'est-ce qui fait que les gens hésitent à le faire? Souvent, c'est trop, on a peur de la lourdeur du document? Ou... Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir puis que ça les stresse de venir. Ils se disent qu'il y en a beaucoup que pour eux, c'est comme si ils allaient décéder en faisant leur testament. On dit toujours aux gens, faire un testament, ça ne fait pas mourir, ça permet juste de prévoir le futur quand on ne sera pas là. Il y en a beaucoup aussi qui ont la pensée de se dire, bien, je suis encore très jeune, j'ai le temps de le faire, ça n'arrivera pas. Souvent, on a l'impression que ça va arriver aux autres et que ça ne nous arrivera pas. Mais c'est sûr que moi, en sortant dîner ce midi, je ne sais pas qu'est-ce qui peut m'arriver, je ne sais pas si je peux avoir un accident. Puis le fait d'être jeune, ça n'empêche pas d'avoir des biens à gérer, ça n'empêche pas d'avoir des enfants aussi qui ont besoin qu'on prépare pour eux l'avenir si jamais on n'est plus là. Donc, c'est beaucoup de pensées que les gens ont, qui se disent on reporte à plus tard, là. On a le temps de le faire, mais des fois, dans le fond, c'est mieux de le faire tout de suite. Quand il est fait, on sait que tout est en ordre, tout est correct, on n'a plus besoin d'y penser, puis on sait qu'il n'y aura pas de problème s'il nous arrive quelque chose. Mais on n'a pas conscience de tous les problèmes que ça va engendrer à nos proches, à nos familles, nos amis. Exact. C'est beaucoup de problèmes, c'est beaucoup de frais, de délais. Donc, c'est toute cette situation-là qu'il faut avoir en tête quand on se dit est-ce que je devrais ou non faire mon testament. Il faut vraiment penser à nos proches pour le les après. Assurances-vie, les actifs, la maison, oui. Il y a tellement de choses qui sont impliquées. Oui. Les funérailles, oui. Parce qu'on peut également inclure dans un testament la façon qu'on veut disposer de notre corps, parce que c'est nous autres qui décident. Oui, puis c'est souvent un sujet encore là qu'on ne veut pas nécessairement aborder avec nos proches. C'est pas facile non plus. Parce que quand on va vous voir pour faire un testament, c'est pas des plus beaux moments de la journée. Non, c'est ça. On a beaucoup de questions qui nous Et qui vous rendent les gens... nous poser des questions, oui, justement. On vous enligne, on vous aide à voir à quoi on doit réfléchir. Puis exactement, pour les funérailles, c'est sûr que le souper du samedi soir, c'est pas nécessairement le moment où on se sent d'attaque pour parler de funérailles. Souvent, les gens peuvent faire des préarrangements funéraires. S'il y en a les préarrangements ne sont pas faits ou il y a certaines choses qui n'ont pas prévues dans leur préarrangement, le testament va souvent être un des seuls endroits où on a des notes de qu'est-ce qu'on voudrait pour nos funérailles. Ça permet encore là de dire aux proches qu'est-ce qu'on aurait voulu. C'est un casse-tête de moins qu'on laisse aux proches parce que c'est beaucoup de questions, beaucoup de décisions à prendre quand la personne décède et que là, tout de suite, on doit décider de comment on fait les funérailles. Est-ce que la personne voulait être incinérée ou non? Est-ce qu'elle voulait un service religieux, cérémonie de la parole? C'est toutes des choses qu'on peut prévoir aussi à l'avance. Notre chronique est terminée, mais je vais juste ouvrir une parenthèse. Si on a des arrangements funéraires, oui, il faut qu'ils soient écrits à quelque part. Oui. Il arrive quoi dans ce temps-là? Vous voulez dire... À partir du moment où les arrangements funéraires sont faits, mais on n'a pas de testament? Dans le fond, c'est que les arrangements vont pouvoir se prévoir, mais encore là, il faut que la famille fasse la vérification parce que c'est sûr que si on va voir une résidence funéraire, mais que la personne qui est décédée, elle faisait affaire avec l'autre résidence funéraire, c'est sûr qu'on ne saura peut-être pas tout de suite que les préarrangements ont été faits.
J'aurais tellement de questions à vous poser, mais c'est terminé. On pourra se revoir une autre fois. On poursuivra l'autre chronique. Merci beaucoup, c'est très intéressant. C'est toujours très intéressant, ces chroniques. Moi, j'apprends beaucoup. Avec Maître Gabriel Sanson de Mallette Services juridiques, Maître Nathalie Dubé également, qui sera avec nous dans 2 semaines, parce qu'on va alterner les chroniques avec Maître Sanson et Maître Dubé. Voilà, ça complète 248-57-77, s'il vous plaît. N'hésitez pas à contacter ces gens-là pour vous assurer que vous êtes en sécurité. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans un mois. Oui. OK, merci. Voilà, ça complète. La Pointe Auto annonce qu'en plus de son atelier mécanique, on reprendra la vente de voitures. Cependant, la Pointe Auto se doit de respecter les consignes et la prise de rendez-vous par téléphone au 248-8899 serait la meilleure solution. La Pointe Auto à Montmagny vous remercie de votre compréhension. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi, le 12 du mois de mai 2020. Vous rappelez que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, et que vous pouvez obtenir différents services du Centre d'aide de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, dont vous donnez un coup de main pour la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière, services de placement. C'est un accompagnement sans frais, une équipe professionnelle, services spécialisés et personnalisés. Et aussi, si vous allez sur lecar.ca, vous verrez qu'il y a plusieurs offres d'emploi dont on recherche actuellement un ouvrier en aménagement paysager, un responsable du marketing, électromécanicien, électromécanicienne pour Lillet, ouvrière de fonderie, technicien comptable, planificateur de la production pour Lillet, mécanicien, mécanicien de camions et de remorques pour Montmagny, préposé à l'entretien ménager pour Saint-Laurent, contrôle financier, journalier et journalière, également ouvrier à la chaîne de production, journalier et journalière de nuit, électromécanicien et mécanicienne de Montmagny, commis d'épicerie, empileur et gérant de restaurant. Tous ces emplois, vous pouvez obtenir plus d'informations en communiquant avec l'équipe du CAR au 248-95-59 ou encore le numéro sans frais, le 1-877-337-9559. 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. Le Centre d'aide et de recherche de l'emploi Montmagny-Lillet, vous avez perdu votre emploi ou encore vous avez le goût de changer d'air, allez consulter ces gens. Ils sauront vous conseiller et vous aider dans votre orientation de carrière. Voilà. Chronique présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca.
La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je me trouve chanceux, peut-être un peu privilégié aujourd'hui de me retrouver dans ce beau bâtiment, cette belle église Saint-Thomas, alors que la présidente de la fabrique nous accueille. Bonjour. Et merci de nous accueillir dans votre demeure. Pas tout à fait la mienne, mais en tout cas, moi aussi, je suis très contente d'avoir ce privilège-là. Ça fait du bien de revenir chez nous. Ça fait 2 mois? Oui. Déjà 2 mois? L'église est fermée depuis le 13 mars? Oui, officiellement, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, l'église fermée pour une fabrique? Parce que tu es présidente de la fabrique, on va dire tu parce qu'on se connaît quand même assez bien. Oui. Même très bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour une fabrique, Martine? Bien, écoute, des annonces, surtout vite de même, là, où est-ce qu'on a comme pas le temps de se préparer, de réagir trop, donc il faut être efficace, mais en même temps, il faut se donner le temps de prendre les bonnes décisions dans qu'est-ce qu'on fait. Alors, oui, à partir du 13, tout a été arrêté, tout a été barré. Je pense que la première préoccupation, c'était de voir comment est-ce qu'on peut, dans la communauté et pour les paroissiens, leur offrir encore un certain service de célébration. C'était ça comme la priorité, en tout cas. Là. Pour ce qui est de l'argent, c'est une autre affaire, là, mais là, c'était comme, on fait quoi là, pour être capable que les paroissiens puissent avoir à toutes les semaines une petite célébration, un petit quelque chose là, pour quand même garder le lien. Alors oui, ça a pris quand même un petit délai qu'il y a eu, mais il y a à tous les mardis et les jeudis, ici, dans l'église Saint-Thomas, il y a l'abbé Michel Talbot ou l'abbé Cloutier, Gilles Cloutier, qui font les célébrations qui sont télévisées et sur Cogeco TV. Et à Saint-Mathieu, il y a la même chose le mercredi et le vendredi, à 9 h le matin. Toutefois, c'est à la radio. Alors, 90,3, si ma mémoire est bonne. 91,5 FM. Bon, 91,5. 91,5. Okay. Alors, puis il y a toujours, avant chacune des célébrations, 15 minutes de chapelet aussi. Et évidemment, il y a à Radio-Canada le dimanche à 10 h la célébration de tous les dimanches. Fait que les gens ont quand même, bon, c'est pas, on n'est pas à l'église, on n'a pas la communion, on n'a pas tout, mais au moins les gens ont accès à la parole de Dieu, ont accès à une célébration, sont capables de se recueillir. Alors, c'était comme la priorité, là. Fait que pour Saint-Thomas et Saint-Mathieu, c'est qu'est-ce qu'on a mis en place le plus rapidement possible. Donc, ça installé. Oui. Qu'est-ce qui arrive avec la fabrique? Parce que là, il n'y a pas de rentrée d'argent. Non. Et il continue à y avoir des sorties. Tout à fait. Alors, bon, évidemment, plus de quêtes, plus de funérailles, ça aussi, plus de quêtes aux funérailles, plus de funérailles et tout ça. Oui, effectivement, les rentrées d'argent ne sont pas là du tout. D'autant plus qu'en temps normal, la capitation se lançait au mois de mai de chacune des années. Là, cette année, on n'est comme pas capable de rien faire pour l'instant. On va y revenir tantôt sur la capitation. Même chose, notre vente de billets l'autofabrique. Ça, c'est toutes des sources de revenus importantes pour nous autres. L'autofabrique aussi, c'est retardé. Alors, bon, c'est pas des argents perdus. Mais moi, je me souviens, quand tu es venu nous parler du bilan, tu es venu nous dresser le bilan de la dernière année, les lampions aussi, c'est une belle source de revenus. Oui. Oui. Mais je me souviens, c'était 17 000 l'an passé. Oui, probablement. Alors, c'est quand même, un beau revenu. Je suis resté surpris, mais qu'il y en ait autant. Oui. Donc, ça non plus, ça ne fonctionne plus. C'est pas compliqué, il n'y en a plus de revenus. Là. Non, c'est ça. Mais les dépenses continuent. Oui. Là, ce qu'on a fait, c'est que l'église est fermée, donc le chauffage est je dirais, au minimum, de garder quoi de confortable pareil, mais je veux dire, on fait très attention à ça, parce qu'on sait très bien que notre grosse dépense, c'est le chauffage de l'église. Alors ça, on garde à ça de façon très stricte là, pour économiser là-dessus. Alors, ce qu'on a fait, c'est que les employés salariés de la fabrique sont sur le PCU là, du Canada, là, la prestation canadienne d'urgence. Oui. Alors, tout de suite, on était là-dessus. Fait qu'au niveau des salaires, là, on est capable de sauver
de sauver l'argent. On parle de la fabrique Saint-Thomas, c'est bien Oui, important de le tout à fait. mentionner. Là. Oui. Il y a combien d'employés? 3. On a le sacristain, on a une secrétaire, on a Claire à la chorale aussi, là, qui sont des Marie-Hélène, Marie-Hélène fait pour l'organisme pour les 2 paroisses, mais elle est quand même à Saint-Thomas. Alors ça, ce sont des gens qui ont des salaires fixes, là. Okay. Alors ces gens-là sont maintenant sur la prestation canadienne d'urgence, fait que pour nous, c'est en moins. Puis, on est allé aussi chercher d'autres sous du côté du programme d'aide aux entreprises fédérales. Bon, ça prenait l'accord du diocèse pour aller chercher le fameux 40 000. Là. Tout le monde appelle ça le 40 000. Là. Il en reste 10 000 si on en remet 30 et tout ça. Alors ça, on s'est empressé d'aller chercher ça aussi. Puis on y avait droit. Alors, aussi, mais c'est une bonne idée parce que si vous remettez cet argent-là avant décembre 2022, c'est 10 000 qu'on doit rembourser sur le 40 000, on doit rembourser 30. Ça veut dire qu'il en reste 10 dans les coffres de la fabrique. C'est quand même Alors, une nous, bonne ce qu'on décision. fait, comme probablement plusieurs fabriques feront ou d'autres, c'est que oui, on a tout de suite mis le 10 000 dans notre roulant, si on peut dire. Par contre, le 30 000 est placé. On n'y touchera pas parce qu'il faut être capable de le rembourser aussi, là, sans pénalité. Sinon, après, il va y avoir des intérêts la condition ou quoi aussi, que ce soit. C'est ça. Fait que ça, on a géré ça comme ça. Puis, c'est ça. Fait que là, au niveau des revenus, effectivement, il n'y en a pas vraiment, là. Puis au niveau des dépenses, oui, les charges fixes restent là, assurance bâtiment, chauffage, électricité, bon, des choses comme ça. On essaye de mettre ça au plus bas, mais ça reste là pareil. Là. Mais ça se passe comment actuellement? Il y a encore plusieurs dépenses, il n'y a pas de revenus. La situation est... Bien, écoute, je te dirais qu'au 31 mars, c'était le début de la pandémie. On n'aurait probablement pas le même langage à la fin du mois d'avril parce que là, ça va être un mois complet. Mais je te dirais qu'à la fin mars, si on compare mars 2019, janvier, février, mars, là, des 2 premières années, tu vois, au 31 mars 2019, on avait un déficit de 43 000. Là, au 31 mars 2020, on a un déficit de 33 700. Okay. On a quand même moins de déficit, mais on n'est pas dans le gros de la crise, là. Avril va probablement être beaucoup plus... Alors, c'est pour ça que, oui, il y a moins de revenus, mais on fait tout pour essayer de couper aussi des dépenses, que ce soit de ménage d'entretien au bureau de la fabrique, des choses comme ça. Partout où est-ce qu'on peut dire, non, là, si on met ça sur retenue pendant un certain temps, on le fait, là. Alors, on verra qu'est-ce que ça va donner à la fin du mois d'avril, mais effectivement que ça va être probablement assez dramatique comme situation. J'entends poser la question. Est-ce que la fabrique est capable de soutenir des pertes comme tu viens de le mentionner? Bien, écoute, on était déjà déficitaire dans le sens que, je veux dire, les fabriques sont rarement très à profit. Nous, on a en 2019, 31 décembre 2019, on a fermé l'année positivement de 8 800 quelques dollars. Mais il faut dire que si on n'avait pas eu une dame qui a laissé à la fabrique de sa succession 35 600, on aurait eu un déficit de 26 700. Si on veut vraiment là, voir les chiffres, là, on aurait eu un déficit, mais là, bon, moi j'appelle toujours ça des cadeaux du ciel. Là. Ce montant-là est venu éponger le déficit et nous a laissé sortir avec 8 800. Là. Alors, moi je pense que ça va être... jusqu'à un certain point catastrophique, là. Bien honnêtement, comme beaucoup d'autres organismes, entreprises ou des choses comme ça qui vont peut-être avoir de la misère, mais... Est-ce qu'on est capable de faire face à la catastrophe? Oui, bon, oui. Moi, je suis certaine que quand ça va repartir, oui, il y a des argents de côté, on va voir comment est-ce qu'on peut gérer ça. On fait toujours très attention avec les placements, l'argent que la fabrique a, parce que, bon, si on comble à chaque année le déficit avec l'argent qu'on a de côté, bon, ça peut paraître, comme on dit à chaque fois, beau pour les paroissiens. Oui, OK, on est à zéro, on ne perd pas d'argent, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'on est en train de vider les coffres, là. Alors, puis ça, bien, c'est éphémère, de l'argent. Hein? À un moment donné, il n'y en a plus. Là. On a des cadeaux, comme on dit, que les gens nous font, on en reçoit. On est très content quand on les reçoit, mais c'est jamais une garantie, puis on ne sait jamais quand est-ce qu'on va les recevoir. Alors, oui, on va probablement être obligé de cette année de se servir un petit peu là-dedans pour éponger le déficit, là, mais encore là, il faut être prudent. Il y a d'autres années... à venir. Puis c'est pour ça qu'on mise beaucoup chaque année sur les lotos fabriques, puis les gens, la capitation, ça baisse régulièrement.
Mais bon, enfin, je veux dire, c'est nos sources de revenus, là. Les funérailles dans nos églises, des choses comme ça. Fait que... Les funérailles, il n'y en a pas? Non, pour l'instant. Alors, c'est un autre revenu qui n'entre pas. On a parlé de toutes les sources de revenus tout à l'heure. Ça. Les funérailles, et ça diminue d'année en année. Oui, tout à fait. Parce qu'on fait de plus en plus des cérémonies au salon funéraire. Oui, en 2018, on a eu 65 funérailles dans notre église. En 2019, on en a eu 44. Alors, c'est une baisse de 60 quelques %. Donc, c'est beaucoup, là. Parce que là, les gens ne viennent pas allumer des lampions, ne donnent pas de quête, la frais de la funéraille, tout ça. Fait que c'est des grosses pertes de revenus, là. Martine, on va parler de revenus, justement, après la pause. Parce qu'il y a l'autofabrique, la capitation, il y a les funérailles. Il va y avoir des funérailles, bon, et on le dit, on le mentionne dans les avis de décès, mais personne n'a la date. Alors, on va parler de tout ça dans quelques instants. Donc, on revient avec notre invitée, Martine Boulay, qui est présidente de la Fabrique Saint-Thomas. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on n'a pas de petits poupons à vous présenter ce matin, pas de nouveau-nés. Cependant, c'est le temps de vous divulguer le nom des gagnants de la semaine dernière, parce que vous savez que à chaque mardi, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny pour tous les bébés et les parents de la semaine précédente. Donc, les gagnants sont bébé Xavier Turmel, donc les parents Geneviève Leblanc et Vincent Turmel. Donc, ils sont de Saint-Ange, alors bravo, félicitations. Donc, Xavier Turmel, les parents Geneviève Leblanc, Vincent Turmel, c'est vous qui méritez le certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Et je profite toujours de l'occasion pour remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny qui collabore étroitement à la présentation de cette chronique tous les mardis et jeudis à la même heure. Merci beaucoup. Voilà, ça complète. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Vous regardez le réseau de télévision CEMA TV. Alors, on revient avec notre invitée, Mme Martine Boulay, qui est présidente du Conseil de la Fabrique. C'est comme ça qu'on dit ça, hein? Oui, Conseil Fabrique, oui? Exactement. Oui. Bon. Martine, on a parlé de dépenses, de revenus. On a parlé que c'est pas très motivant parce que c'est c'est des pertes à chaque mois et ça ne va pas en s'améliorant. C'est ce que je comprends. Maintenant, il faut être original, il faut faut avoir des idées, être créatif pour pouvoir rentrer de l'argent dans les coffres autrement que par les quêtes qui diminuent parce que l'assistante diminue tous les dimanches. Oui, c'est ça. Donc, on a trouvé l'autofabrique. Oui, il y a quand même quelques années. Là, je pense qu'on est rendu à notre 9e édition. Mais la L'Autofabrique est quand même très importante parce qu'elle laisse quand même 25 000 $ dans les coffres de la fabrique, là, tout payé. 25 000 oui. Ah oui, net? Oui. Alors, c'est un revenu très, très, très important. Bon, cette année, on serait en train de les vendre, les billets. Là, ce qu'on va faire, c'est que, on m'a dit qu'ils seraient probablement disponibles fin mai, début juin. Alors, attendez-vous à ce que les marguilliers et les vendeurs externes de billets communiquent avec les gens, là, les détenteurs de billets, là, fin mai, début juin, pour vous offrir votre billet L'Autofabrique, toujours au même coût de 120 $ et les mêmes tirages. C'est quand même, on fait quand même 36 tirages, là, 3 fois 12. Et cette année, ce qu'on va faire, c'est que, étant donné que le temps est plus court, c'est qu'on va faire les tirages de septembre à février 2021, ce qui donne 6 mois. Mais on va faire 2 séries de tirages par mois parce qu'il faut arriver. Normalement, ça fonctionne. Tu as combien de tirages? D'habitude, on fait sur 10 mois. Ah, OK. Puis en juillet et en décembre, on faisait 2 séries de tirages. Autrement dit, on fait 3 tirages par premier dimanche de chaque mois. Un de 1000, un de 200 puis un de 150. OK?
Puis en juillet et en décembre, on faisait 2 fois ça. Là, cette année, étant donné qu'on va travailler sur 6 mois, les tirages de septembre à février 2021, bien, on va faire 2 fois 1000, 2 fois 200, puis 2 fois 150. OK. Quelque chose du genre, là. Mais ça va être comme ça pour que ça arrive au même nombre de tirages en bout de ligne, que les gens puissent gagner autant que leur... c'est ça. Alors, c'est comme ça que ça devrait fonctionner pour la Loto-Fabrique. Et le prix du billet? 120 C'est le même Rien prix n'a que- changé là-dessus. Oui. C'est le même prix depuis le début. Puis c'est 350 billets en circulation seulement. Fait que c'est quand même pas beaucoup de billets en circulation. Plus de chances de gagner. Alors, je vous encourage fortement à reprendre votre billet, sachant très bien que des fois, les situations financières peuvent avoir changé un peu. Mais bon, ça, c'est très important pour la fabrique. L'autre revenu? Oui, la capitation. Tout à fait. Capitation, ça aussi, d'habitude, on lançait la capitation au mois de mai. Là, on ne voyait pas comment on pouvait faire ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va probablement communiquer avec la liste des payeurs de capitation 2019, qui sont au-dessus de 700-800 personnes, pour avoir des adresses courriels, pour être capable d'envoyer le formulaire, puis pour qu'ils puissent préparer leur paiement, puis avec l'adresse, le retourner par la poste, ou quelqu'un ira le recueillir si la personne ne peut pas sortir de chez elle ou quoi que ce soit. On va trouver une façon de faire, mais on va commencer comme ça pour atteindre les gens qui sont capables de manipuler l'ordinateur, d'imprimer un document, de le remplir, puis de le retourner. Par contre, on sait très bien qu'on a une clientèle de personnes âgées qui, bon, sont un petit peu moins habiles avec ça, et on peut comprendre. Dans ce cas-là, plus tard, on verra en septembre probablement, aller déposer carrément les enveloppes chez les gens et communiquer avec eux pour trouver une façon de voir avec eux pour aller cueillir leur capitation. On a quand même jusqu'au 31 décembre, là. Fait qu'on va y aller par étapes. Là, on va faire un premier envoi par courriel. On va voir qu'est-ce qu'on peut ramasser de cette façon-là. Et après, on va éplucher les listes pour voir. Puis on va retravailler de façon à ce qu'on peut aller atteindre aussi les autres personnes. On passera probablement aussi une annonce dans le journal local et à la radio pour justement inviter les gens à dire « on est dedans ». Faites-le, téléphonez tel numéro, puis... ce ne sera pas un radiodon, là, mais c'est façon de parler, là, c'est vraiment, c'est ma TV aussi, là, de dire, bien, le téléphoner, c'est le temps, on est dedans. Te dire là. que la télévision, c'est pas mal bon aussi, pas mal Oui, écouté. oui, c'est ça, mais moi, je ne sais pas pourquoi je dis radio, mais pourtant, c'est la télévision aussi, hein. Effectivement, pour que les gens téléphonent de leur propre chef, là, sans peut-être même avoir eu de documents là, pour aider la fabrique. Est-ce que c'est un rêve ou ça peut devenir une réalité? Bien, écoute, il va falloir travailler fort. Là. Oui. On sait comment sont les gens. Hein? Beaucoup d'occupations, beaucoup de sollicitations et tout, et tout. Alors, Mais qui n'a rien, là. Fait que, on va déployer, comme tout le monde, au maximum qu'est-ce qu'on peut faire. On a une équipe de marguilliers très dynamique et très, très proactif. Alors, on va travailler comme ça, mais je sais qu'il va falloir aller au-devant des gens, puis il va falloir leur offrir le service d'aller chercher et de... Tu comprends? Parce que c'est différent. Alors, il faut trouver des façons différentes. C'est ton deuxième terme de 3 ans. Oui. Est-ce que ça devient essoufflant de toujours avoir à quêter? Je pense que c'est le bon terme qu'il faut utiliser. On est dans une église. Oui, oui, effectivement. Et que ça ne répond pas tout le temps comme on voudrait. Est-ce que ça devient difficile pour le moral, tu sais, comme présidente, parce qu'il faut que tu motives les troupes aussi? Tu parlais des merguières que tu as avec toi. Est-ce que ça devient essoufflant? Est-ce que des fois, tu as le goût de dire, bon, là, on va, sans vouloir lâcher le morceau, mais ça devient déprimant? Ouais. Bien, moi, mon terme finit au mois d'août 2020, honnêtement. Là, ça va faire 13 ans. Je vais avoir été 6 ans marguillière, puis 7 ans présidente au conseil de fabrique. Alors là, je ne suis plus rééligible, ça s'arrête là. Je te dirais que, bien oui, on voudrait que ce soit plus facile. On voudrait que les gens... les gens comprennent qu'on a besoin. Bon, bien, quand on parle d'église, qu'on parle des fois, bon, il y a des gens qui sont un petit peu plus réfractaires, des choses comme ça. Mais pourtant, on a des besoins autant que les autres, là. Hein? Alors, fait que chacun y va un peu avec ses valeurs. Oui, on voudrait que ce soit beaucoup plus facile. Mais personnellement, comment toi tu trouves ça? Est-ce que ça devient difficile de toujours... Bien, je ne suis pas du genre à lâcher le morceau vite, moi, là. Mais des fois, je voudrais parler plus fort, mais je ne le fais pas. Mais non, je suis plutôt du genre à foncer puis à continuer. Puis, bon, c'est sûr que des fois, on se dit, oh mon Dieu, on va tous s'en sortir. On va-tu arriver à se sortir de ça, là? Mais là, si on s'écrase comme ça, ça va être encore pire, là. Fait qu'on reste debout, puis on fait du meilleur qu'on peut avec les connaissances. Ta question est bonne.
Est-ce qu'on va arriver à s'en sortir? Bien là, on va arriver à s'en sortir. Je ne sais pas dans quel état, mais on va s'en sortir. OK. Mais la fabrique a de l'argent de côté. On Oui. n'a pas d'affaire à être inquiet pour notre église. Non, ça, il ne faut pas. Mais il faut prendre ça au sérieux. On rêve du jour que ça va réouvrir. Puis j'espère que, comme un marié disait, qu'on va ouvrir ça en grande pompe là, pour les gens, là, si on a le temps et tout. Là, parce que oui, le monde va être très content là, de se réunir, là, mais il va falloir le faire selon les directives comme il faut. Il va falloir bien se préparer. Puis moi, je suis en train, parce qu'on ne fait plus de réunions de conseil de fabrique depuis le mois de... On n'a pas fait en mars, on n'en fera pas en avril. Mais j'ai Denise, la secrétaire, qui est là, puis moi. Puis moi, je communique toujours avec les mariés, mais là, je suis en mode, bon, cirage de plancher, il faut trouver une firme. Bon, là, je vais avoir des bénévoles, que je vais lancer un appel aux bénévoles pour laver tous les bancs de l'église. Parce que quand on va ouvrir, il faut qu'elle soit propre, il faut qu'elle soit belle. Alors, mais c'est toutes des petites choses qu'on fait entre-temps. Là. On se prépare. On ne l'oublie pas, notre église, puis on oublie encore moins les paroissiens qui... Mais ça fait 2 mois qu'elle est fermée, puis la première chose qui m'est venue en regardant, c'est que c'est très propre. Ça a toujours été propre. Là. Oui. On a un sacristain qui est toujours très propre, mais le printemps, c'était le grand ménage quand même. Hein? Ouais. C'est un peu comme dans nos maisons. C'est le grand ménage dans l'église aussi. Puis là, ben c'est comme... on passe tout droit, là, pour l'instant, là. Martine, le temps passe vite. Oui. Tu avais des remerciements. Oui. Écoute, moi, je tiens à remercier, parce que depuis ce temps-là, notre secrétaire Denise Montminy, qui est au chômage, mais qui vient quand même tenir le bureau de la fabrique avec toute la comptabilité, tout ça. Elle le fait bénévolement. Alors, je veux lui dire un très gros merci. Je veux aussi remercier Roger Marier, le sacristain, qui lui aussi est en arrêt de travail, mais qui vient faire sa tournée à l'église pour s'assurer que notre bâtiment... Tout va bien là-dessus. Je veux remercier aussi Mario Cloutier, qui est un sacristain bénévole, mais c'est grâce à lui qui a accepté de venir débarrer l'église à l'abbé Michel puis à l'abbé Cloutier pour faire les célébrations. Alors ça, c'est important, puis il en fait plus que ça, mais bon, ça, c'est déjà beaucoup. Puis je voulais remercier, bien évidemment, aussi Michel Talbot et l'abbé Cloutier d'accepter de faire les célébrations, puis que les gens puissent, à distance, avoir un petit lien là, avec les célébrations, puis profiter de ça. Fait que moi, c'est des gens que je tenais à remercier, là, parce que on dit qu'il ne se passe rien, mais on a des anges. Puis ces anges-là, bien, il faut leur dire merci. Ils sont importants, les anges. Puis pour ce qui est de la réouverture, bien, c'est comme on dit, l'exécutif de l'Assemblée des évêques bien, communique toujours avec le bureau du premier ministre puis de la santé publique pour voir, là, afin de discuter quand est-ce que ça va être la reprise de nos rassemblements. Mais pour l'instant, on n'entend pas. Il faut se croiser les doigts. C'est ça. Merci beaucoup, Martine. Bien, ça m'a fait plaisir. Une entrevue très intéressante et surtout dans un lieu où c'est relaxant, reposant. C'est ça. Alors, merci beaucoup et on va vous souhaiter que ça continue à monter au lieu de descendre. C'est ce qu'il faut se souhaiter. Merci beaucoup. Espérer. Merci beaucoup. Martine Boulet, présidente du Conseil de la Fabrique Saint-Thomas. Ça complète. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, on s'est réveillé ce matin pour la plupart avec un tapis blanc. Même à Berthier-sur-Mer, il y a neigé. Écoute, mon garçon, il est venu me réveiller ce matin. Il dit, papa, j'ai une mauvaise nouvelle. Je me réveille quasiment en sursaut. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la neige dehors.
Écoute, je lisais... On te croira au mois de novembre, Michel, ce matin. Je lisais une dame qui a fait des chroniques ici. Là. J'aurais dû la sortir avant, là, mais qui me disait, bon, ben j'ai fait ma liste de cadeaux de Noël. Ah, que l'été a passé vite et que le temps passe vite. J'ai trouvé ça drôle. Même l'ex-maire Normand, qui sur Facebook, disait que il enlevait la neige sur son gazebo parce que probablement que dans son coin de pays, il a neigé peut-être un peu plus parce qu'il reste au sud de Lillet. Il disait qu'il a enlevé la neige sur son gazebo parce qu'il était trop lourd. Il a enlevé ses pneus d'hiver et il doit aller à l'extérieur aujourd'hui. Imagine-toi avec des pneus d'été. Écoute, ce matin, je me suis surpris à fredonner White Christmas. Ah, ben oui. Jean nous a montré des images d'une promenade en traîneau. Alors, boy! Pour penser que c'était aujourd'hui. Vous savez, je vous ai raconté qu'il y avait un de mes amis qui s'était marié le 7 mai sous la neige. Puis moi, j'en revenais pas pour compter ça. Je dis, voyons donc, pas de bon temps. Et là, c'est le 12 mai. José, 432 cas confirmés à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches? Bien, la situation a à peine baissé concernant les cas de la COVID guéris. On demeure toujours à 77 %, mais on n'est pas à 77,5 %. On est à 77,3 %. Donc, ça baisse un peu, mais il n'y a pas lieu de paniquer. Là, on est dans la bonne direction. Puis de toute manière, on procède tranquillement, pas vite au déconfinement. La vie reprend son cours et je pense que c'était le temps parce qu'à un moment donné... c'est pas toujours facile, hein? Je veux dire, c'est la première fois dans nos vies qu'on est habitué à se faire contrôler de la sorte, c'est-à-dire qu'on a des règlements à suivre et on peut attraper des contraventions parce qu'on ne suit pas les règlements du confinement. Et tu sais d'ailleurs que la plupart des contraventions, d'après moi, vont être contestées et je suis pas sûr si elles vont passer comme une lettre à la poste parce que on s'est basé sur des nouveaux règlements qui n'ont pas force de loi, malgré que ce soit les directives de la santé publique, tu me suis. Et d'ailleurs, en Suède, les chiffres continuent de sortir. Michel, tu comprends qu'en Suède, on n'a pas procédé au confinement et il y aurait moins de morts par million d'habitants en Suède qu'au Québec. Alors, cherchez à comprendre quelque chose. C'est ça. Pas de commentaire. La tabatière des Galeries Montmagny qui ferme définitivement ses portes. Quand on parle de dommages collatéraux que la pandémie de la COVID-19 amène dans plusieurs régions du Québec, notamment partout sur la planète, bien, la tabatière des Galeries Montmagny est un bon exemple parce que ces gens-là avaient décidé de fermer juste un peu avant que le gouvernement du Québec décide de fermer les centres commerciaux parce qu'ils savaient qu'il y avait beaucoup de personnes âgées qui circulaient puis ils ne voulaient pas prendre de chance. Et finalement, ils pensaient que ça allait durer 2-3 semaines, mais là, ils se rendent compte que c'est rendu presque à 2 mois et on ne sait pas quand les centres commerciaux vont rouvrir parce que tu sais que récemment, on a décidé d'ouvrir les commerces, ceux qui avaient des portes à l'extérieur, mais finalement, la porte dite de backstore, excuse-moi le terme, bien, on ne peut pas passer par là finalement. Donc, c'est compliqué et la tabatière de Montmagny, parce que j'ai parlé à M. Claude de mon instant. Christian Laverdière, désolé, et sa femme René Blais. Et ça allait bien quand même. C'était les 2 mois depuis qu'il y a ça, depuis 12 ans déjà. Bien, les 2 premiers mois avaient été excellents. C'était les 2 mois les meilleurs de toute sa carrière comme tenant de tabatière. Et finalement, il est arrivé le confinement obligatoire, de sorte que ça lui coûte environ 2500 par mois. Et s'il continue à laisser son magasin ouvert, alors qu'on n'a pas de clients parce qu'on ne fait pas de vente, mais il perdait énormément d'argent. Il s'attendait à perdre des dizaines de milliers de dollars. Donc, il a préféré mettre la clé dans la porte. Et je présume qu'il va y en avoir d'autres aussi. C'est pour ça que ça commence à urger qu'on reprenne la vie économique, parce que si on fait une analyse des chiffres, bien, c'est toujours discutable. Hein? Donc, c'est un des dommages collatéraux, c'est la fermeture de certains commerces. On a vu la semaine dernière, Michel, le club de boxe Montmagny, qui était obligé également de fermer ses portes parce que, faute de revenus, bien, on ne peut pas continuer à faire rouler une entreprise qui n'a pas de vente. Tu me suis, tu sais. Il y a d'autres commerces, Bentley qui a fermé ses portes. Oui. Puis, l'Hangar 29. Hangar 29 qui sous la loi de la protection de la faillite. Qui est encore ouvert, par exemple. Ben, est encore ouvert. Ouais. qui devrait, en principe, réouvrir. Techniquement, oui. OK. Merci, José. Demain, on vous présente, il y a un point de presse à 10 h ce matin avec la Ville de Montmagny. On vous présentera ça demain sur nos ondes. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Soyez prudents sur les routes. À demain. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM, pour du travail bien fait. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny.
Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95.